de lait. Donc, on va débuter, je vais vous faire un rapide survol là, des secteurs veau de grain et veau de lait au Québec, un peu pour vous tracer le portrait là, de ces deux productions-là. Donc, dans le fond, la production de veau de grain au Québec, c'est une production d'environ 140 000 têtes par année au total, là, les deux productions ensemble. Grosso modo, c'est environ 70 000 têtes de veau de grain, 70 000 têtes de veau de lait là, qui sont produits. Là, ça varie au fil des années avec plus ou moins ce nombre-là. La valeur de la production à la ferme pour les producteurs de veaux, c'est autour de 200 millions. Là. Ça, c'est les données de 2022. Donc, on peut séparer ça entre veau de grain et veau de lait, soit 81 millions veau de grain et environ 115 millions pour le veau de grain. Ça, c'est la valeur des ventes à la ferme. Euh, Au niveau des principales régions de production et de comment se fait la production, donc pour le veau de lait, il y a 82 sites de production. Les principales régions productrices, c'est le centre du Québec qui produisent 49 des veaux environ, donc pour 38 sites. Et Montérégie-Est, 22 sites pour environ 18 665 veaux. Donc, et la taille moyenne des fermes de veaux de lait, c'est 814 veaux par année. Au niveau du veau de grain, il y a une centaine de producteurs. Encore là, les principales régions, c'est Montérégie-Est avec 55 de la production. Et la deuxième région, c'est le centre du Québec avec 21 producteurs pour 16 000 veaux qui complètent le portrait. Le modèle dans le veau de grain est aux alentours de 718 veaux produits par année. Au Québec, on est plus qu'autosuffisant en production, donc on produit plus que 100 là, de ce qui est consommé. En fait, le Québec est le principal producteur de veau au Canada. On produit 100 du veau de lait et environ 55 du veau de grain qui est produit au Canada. L'autre endroit où il se produit du veau de grain au Canada, c'est l'Ontario. À l'extérieur du Québec et de l'Ontario, il y a à peu près aucun veau de grain qui est produit. Les exportations de veau, de viande de veau, sont légèrement plus élevées que les importations à l'échelle canadienne. Le principal endroit où la viande est exportée, c'est les États-Unis. Donc, c'est le premier marché pour les exportations avec 96 des exportations qui se dirigent vers les États-Unis. Du côté des importations, ben, les principaux pays, c'est Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande où la viande qui provient de là est plutôt, plutôt sous forme de veau haché. Et après ça, il y a les Pays-Bas qui sont un gros producteur de veau en Europe. Et ce qui rentre des Pays-Bas, c'est plutôt des couples à valeur ajoutée qui vont être importés au Canada. Si on regarde en amont de la production, le cheminement d'un veau laitier, bon, vous savez, il passe par l'encan dans une forte proportion. Les encans de Saint-Hyacinthe, Saint-Isidore, Denville, Saint-Gerville, Guadeloupe et le Bic, pour ensuite être dirigé vers les producteurs de veaux de grain pour la partie pouponnière, donc la première phase d'engraissement pour les veaux de grain, ou chez un producteur de veaux de lait directement. Si on regarde ce qui se passe après l'engraissement des veaux, donc les producteurs au niveau du veau de grain, les veaux sont vendus sur une base hebdomadaire par préattribution. Donc, c'est nous ici au PBQ, à l'agence,
on a une agence de vente qui s'occupe de faire la mise en marché des veaux pour les producteurs. On a 7 acheteurs de veaux qui sont actifs là, régulièrement, mais principalement, on a 3 acheteurs qui s'accaparent 97 du volume. La viande de veau de grain est destinée principalement au marché canadien. Il y a très peu d'exportation encore qui est fait. En fait, le veau de grain, c'est un produit là, typiquement canadien, surtout au Québécois. Et les marchés pour la viande, ben, c'est HRI, le restaurant institution, le marché du détail, la transformation et un peu à l'exportation. Au niveau du veau de lait, la viande de veau de lait est principalement exportée vers le marché américain et quelques autres pays. Dans le cas du veau de lait, les producteurs font la mise en marché directement aux abattoirs. Encore là, c'est un peu les mêmes marchés, là, HRI, marché de détail, produits à valeur ajoutée, exportation. Dans le cas du veau de lait, le HRI, donc surtout la restauration, là, va occuper une part quand même importante du marché de la viande. Au PBQ, on fait la mise en marché, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais on fait aussi la promotion du produit. En fait, on fait la promotion de la marque générique Veau de lait et Veau de grain du Québec certifié. Au niveau canadien, il y a aussi de la promotion qui est faite là, sous l'appellation Veau canadien. On a aussi des marques privées qui existent. Vous connaissez probablement les produits de marque Famille Fontaine. Et en Ontario, un de nos gros acheteurs et transformateurs s'appelle White Valley ou Whiteville, nous qu'on le connaît plus sous l'appellation Whiteville, qui a un abattoir à Valleyfield, mais la transformation se fait en Ontario. Au niveau de la consommation, on a noté dans les dernières années une baisse de la consommation ou de vente en quantité de kilogrammes qui a été quand même euh, un peu plus élevée par rapport aux autres viandes. L'analyse qu'on en fait de cette réduction-là, de notre côté, c'était plus une question d'enjeu de disponibilité du produit, parce que le marché nous indique que la demande, elle est quand même là et que la demande des acheteurs, on arrive depuis plusieurs années, on n'arrive pas à rencontrer la demande des acheteurs. Donc, on a besoin de plus de produits, plus de producteurs. On peut changer de. OK. Qu'est-ce qu'un élevage type veau de grain, veau de lait? Donc, typiquement, un veau de grain, c'est élevé de 210 à 221 jours. C'est la durée d'élevage totale, donc environ 7 mois. Les veaux vont passer entre 55 et 70 jours en pouponnière où ils vont être alimentés avec des- du lait. Et ils vont passer 140 à 160 jours en finition. À la sortie, les veaux vont peser environ 715 livres vivants, ce qui va donner un poids carcasse d'environ 389 livres. Donc, comme je vous disais, l'alimentation pouponnière, c'est la poudre de lait, la moulée de démarrage, et en finition, c'est un mélange de maïs et suppléments protéiques et un peu de fibres qui va être ajouté à l'alimentation. Au niveau du veau de lait, la durée d'élevage est un peu plus courte, donc 175 à 180 jours. Les veaux vont sortir de la ferme à environ 530 livres de poids vif, donc ce qui va donner une carcasse d'environ 310 livres. Et les veaux de lait sont alimentés avec des sous-produits laitiers, des sous-produits des laiteries, des fromageries, lactosérum concentré de poudre de protéines laitières et aussi de fibres. Les principales races qui sont utilisées dans le veau de grain, historiquement, ça a été beaucoup les mâles Holstein.
depuis quelques années, de plus en plus de mâles croisés boucheries et de femelles croisées boucheries vont rentrer dans les élevages. Ce qui est recherché au niveau de la viande, c'est une viande qui a un bon rendement en viande, mais non seulement un bon rendement en viande, mais un bon rendement en viande maigre. C'est ce qui est recherché. Le veau a toujours été mis en marché comme étant un produit maigre. Donc, c'est ce qui est recherché par le consommateur et par le marché. Dans le veau de grain, il y a un système de classification qui existe. Il y a un nouveau système de classification qui est présentement en développement avec l'industrie. C'est un système de classement qui est basé sur la grosseur de l'œil de longe. Donc, on mesure l'œil de longe et on mesure aussi l'épaisseur de gras sur la côte. Et l'idée, c'est de déceler les veaux qui ont le plus de viande, le rapport viande maigre ou viande gras, donc le plus de viande maigre possible en fonction du poids de la carcasse. Ce qui veut dire qu'éventuellement, lorsque ce système-là va être en fonction, les veaux qui ont un surplus de gras ou une épaisseur de gras trop élevée sur la côte risquent d'être déprimés par rapport aux veaux qui sont maigres. Dans le fond, on va favoriser les veaux qui ont beaucoup de viande maigre, une grosse longe, mais pas trop de gras externe. Au niveau du veau de lait, c'est un peu la même chose. À la différence, c'est encore beaucoup des mâles Holstein qui sont utilisés pour l'engraissement. Tranquillement, il y a nécessairement de plus en plus aussi là, de veaux croisés qui vont rentrer dans les élevages de veaux de lait. Même chose, c'est une viande très maigre qui est recherchée avec une absence de gras dorsal et une couleur rose pâle. Donc, ça fait un peu le tour pour moi là, pour la partie survol de la production. Et je vais laisser la parole à Anaïs pour la suite, pour vous parler euh, des, euh, du marché du veau croisé. Parfait. Donc, merci beaucoup, Guy. Donc, je continue tout de suite là, avec un peu mise en contexte. Oh, si j'arrive à changer de diapo. Donc, mise en contexte, pourquoi les prix en ce moment sont aussi élevés. Je pense que la majorité d'entre vous, c'est des prix que vous avez rarement vu passer là, pour les veaux laitiers. Donc, ce qui peut vraiment expliquer ça, c'est qu'on manque de veaux sur le marché nord-américain. Donc, dans les dernières années, au niveau surtout de l'Ouest canadien puis l'Ouest américain, il y a eu des grandes problématiques de sécheresse, puis dans d'autres régions, des inondations très importantes qui ont fait en sorte que des régions productrices de grains puis de fourrage ont vraiment été là, touchées, ce qui a fait en sorte que si on a moins d'aliments, ben, les prix deviennent plus chers. Quand les intrants coûtent cher, ben, c'est sûr qu'il y a réduction du cheptel. Donc, c'est très présent dans la filière veau d'embauche, mais c'est quand même eux qui produisent une grande partie des veaux là, qui sont engraissés pour la production de bœuf au niveau nord-américain. Donc, ces réductions du cheptel-là vont se faire en premier lieu par le fait d'envoyer les veaux à un poids plus léger à l'abattage, en fait, en engraissement de bouillon et éventuellement à l'abattage. Puis ensuite de ça, il y a moins de femelles de remplacement qui sont gardées. Et puis, éventuellement, il y a plus de bovins de réforme aussi qui sont envoyés à l'abattage. Donc, tous ces éléments-là font en sorte que dans les dernières années, les volumes, c'est ça un peu dont ça a l'air. Donc, les vaches de boucherie au niveau américain sont en quand même forte décroissance. Donc, on le voit, là, je vais sortir le petit pointeur. Donc, on voit vraiment une décroissance là, qui est assez importante ici dans les dernières années des volumes de vaches de boucherie. Puis ça, ben, quand les volumes de vaches de boucherie diminuent, ben, ça fait moins de veaux d'embauche disponibles sur le marché. Donc, on doit produire la même quantité de bœuf, mais avec beaucoup moins de veaux disponibles, de veaux d'embauche. Puis, on parle ici, par exemple, de 30 millions de vaches de boucherie aux États-Unis, mais par rapport à, disons, 2019, on a perdu au-dessus de 1,5 million de vaches de boucherie. Donc, c'est 1,5 million de vaches de boucherie qui ne feront pas un veau d'embauche, qui ne donneront pas du bœuf. Donc, c'est tous ces kilos,
ces tonnes de kilos de viande-là qu'on doit compenser. Puis, on utilise beaucoup, on étant le marché nord-américain, utilise les veaux laitiers croisés boucherie pour produire du bœuf. Donc, ça, c'est ce qui explique en grande partie les prix très intéressants pour les veaux Angus Holstein. Mais cette forte demande-là pour ces veaux-là vient tirer le marché un peu à la hausse pour l'ensemble des veaux laitiers parce que là, on a moins de disponibilité de veaux pour notre filière veau au Québec. Puis, juste cette décroissance-là, s'explique vraiment pas par une diminution de la consommation, parce que la consommation, elle, si on la regarde ici, est en légère diminution, mais c'est vraiment pas ça qui explique là, la baisse de la production. C'est plutôt la baisse de la production qui explique les prix élevés. Je reviens juste une petite seconde ici sur la flèche qui est apparue au niveau de environ 2014. C'est une année où on était vraiment dans une baisse importante de production. Puis on va voir dans quelques diapos l'impact que ça aura eu là, sur que ça l'a eu en fait sur les prix. Donc, juste ici, en fait, c'est l'évolution des nombres de veaux croisés boucherie en vert, puis l'évolution des prix dans les dernières années, donc les 11 dernières années. Donc, on voit là, que 2012, c'est un peu ce que j'appellerais le statu quo. C'est un peu on était toujours à peu près à 1,5 des veaux à l'encan qui étaient de type croisé boucherie. Puis, généralement, c'était après qu'une vache ait eu 5, 6 saillies qui n'avaient pas donné naissance à un veau, ben là, on utilisait de la semence de taureau de boucherie pour miser un peu sur la vigueur hybride, que je vais revenir sur ce sujet-là plus tard, mais pour, après ça, vraiment donner un veau. Donc, on avait quelques veaux qui étaient disponibles, qui étaient dans les encans du Québec, mais c'était très, très minime. Il n'y avait pas un marché spécifique pour ces veaux-là. Avec l'évolution des prix, justement, je reviens à ma petite flèche. Donc, 2014, c'est un moment où la production de veaux d'embauche était en plus faible, en diminution. Puis, ça va entraîner aussi une hausse de prix sur le marché du veau, parce que le prix des veaux laitiers est vraiment influencé là, par le marché du bœuf nord-américain. Donc, c'est ce qu'on avait observé aussi en 2014, puis c'est ce qu'on observe aussi dans les dernières années. Donc, en termes de volume de production, 2018, on était rendu à 12 des veaux croisés. Donc, on a une augmentation là, de plus de 10 en 6 ans. Puis, 2023, on a terminé l'année avec 54 des veaux qui étaient de type croisé boucherie. Donc, c'est vraiment une très, très grande augmentation. Mais c'est aussi dû parce qu'on a certains acheteurs qui se sont ajoutés. Donc, au niveau là, de 2018-2019, là, on n'avait plus seulement des producteurs de veaux de lait, veaux de grains qui venaient acheter les veaux du Québec, en fait, qui étaient au Québec pour acheter les veaux. On a aussi eu des producteurs de bouvillons. Au début, c'était des producteurs de l'Ontario, mais maintenant, on a Ontario et États-Unis, puis un petit peu au Québec aussi, qui engraissent ces veaux-là. Donc, on a plusieurs acheteurs. On a une diversité d'acheteurs qui ont des besoins différents aussi, qui fait en sorte que ça augmente vraiment les prix parce que plus on a de la demande, plus les prix sont élevés. Donc, c'est vraiment ce qu'on observe là, en ce moment. Puis, vous avez aussi sur le graphique là, vos d'autres races. Donc, ils ne sont pas séparés, Jersey, Ayrshire, Suisse brune, dans les statistiques qu'on a au PBQ, mais on voit quand même que la tendance suit vraiment les prix des femelles Holstein en général pour les veaux d'autres races. Mais c'est aussi là, on observe vraiment l'augmentation aussi en ce moment depuis 2022 parce que vraiment on manque de veaux pour la filière veau de lait, veau de grain en ce moment. Donc, j'ai parlé un petit peu plus du marché, un peu plus du marché global. Si on y va un petit peu plus précis, comment vous pouvez voir comment vous vous situez avec vos veaux. Donc, ça va être sur l'infoprix, bovin de réforme et veaux laitiers. Vous avez la section hebdomadaire qui va vous donner de l'information. Puis, j'en profite juste pour faire ma petite plug des assemblées générales là, qui sont en cours. Donc, on vous invite vraiment à y participer. Mais ici, vous voyez, c'est quoi l'infoprix. Puis, c'est la semaine du 22 janvier qui est affichée ici. Puis, vous avez juste ici les autres races laitières qui vont vous permettre là, de voir un petit peu où est-ce que vous vous situez par rapport au prix moyen. La chose ici qui est à savoir, c'est que il peut se retrouver parfois des veaux croisés dans la catégorie ici, mais généralement, ils vont être mélangés avec tous nos croisés boucheries, mâles et femelles dans les catégories du bas. Donc, pourquoi je vous présente ça? C'est un peu pour vous dire que quand vous recevez
votre chèque de paie de l'encan, vous avez vraiment la possibilité d'aller voir est-ce que votre veau a bien performé, est-ce qu'il a moins bien performé en fonction du prix moyen pour des veaux comparables. Donc, si par exemple vous avez envoyé un Jersey pur, ben, vous pouvez venir voir ici dans quelle gamme de prix là, vous vous êtes situé. C'est sûr que si vous êtes plus près du 1 $ la livre, mais soit au niveau de la conformation de l'animal, au niveau de sa santé, c'était moins intéressant. C'est sûr que les jerseys en race pure sont beaucoup moins recherchés là, en raison du rendement en viande qui n'est pas très élevé. Donc, c'est sûr que c'est des prix qui vont être plus faibles. Mais en croisement, ben là, vous allez pouvoir venir vous comparer un petit peu plus avec les autres catégories de veaux. Donc, un peu portrait des acheteurs. Euh, Il y a les producteurs de bouvillons d'un côté, qui sont, comme je le disais, autant au Québec, en Ontario et aux États-Unis, qui, eux, vont rechercher vraiment des veaux qui vont produire beaucoup de persillage, beaucoup de rendement en viande, puis aussi une uniformité à très grand volume, parce que justement, c'est des milliers de veaux que ces producteurs-là vont vouloir mettre en marché à chaque année. Donc, il doit avoir des lots uniformes pour répondre aux besoins des grands abattoirs. Puis, eux, leurs produits de base, mais ça va être des veaux, souvent Angus Holstein. Puis, il faut avoir relativement peu d'intérêt pour les races de couleur. Donc, ce n'est pas vraiment le marché qu'en tant que producteur de Jersey, vous devriez viser parce que la grande majorité des producteurs de bouvillons vont vraiment miser sur les Angus Holstein. Ils vont éviter autant que possible les veaux qui vont avoir des reflets roux, qui vont avoir des reflets colorés de brun, de roux, là. Donc, pour s'assurer d'autant que possible entrer uniquement des Angus Holstein. Puis, ça s'explique un petit peu par les performances de ces veaux-là. Donc, vous avez les Angus Holstein d'un côté, puis vous avez les Angus Jersey de l'autre. Donc, on voit que le poids à naissance, à peu près un 10-11 livres de différence, mais rendu à 150 jours en engraissement, mais là, on a 90 livres de différence. Puis, il faut savoir que les producteurs de bouvillons, ben, même souvent, c'est 400 jours d'engraissement. Donc, c'est plus que 2 fois là, cette durée d'engraissement-là. Fait que le taux de croissance qui est inférieur des jerseys va vraiment faire en sorte que les producteurs de bouvillons vont éviter là, autant que possible d'acheter des croisés de jersey. Donc, la solution, oui. On a une petite question de Simon Lavergne qui demande si le prix de l'Ontario suit sensiblement celui du Québec. Je dirais que je ne les ai pas regardés dernièrement, mais les tendances vont être les mêmes. Le prix comme tel peut dépendre là, du nombre d'acheteurs, puis de l'offre en vous qui est chacun des encans. Mais généralement, là, oui, la tendance est très, très similaire. On l'a publié là, dans notre cahier d'AGR. Je pense qu'il y a une petite affaire en dessous, mais à peine là, le prix de l'Ontario par rapport au Québec, mais il faudrait vérifier. Mais c'est vraiment les mêmes tendances là, à quelques sous près, là. Donc, au niveau de la durée d'engraissement, mais c'est sûr que ça a un immense impact pour les producteurs de bouvillons. Donc, ils vont être moins intéressés par ces veaux-là. Donc, la solution pour vous, c'est vraiment d'y aller avec miser sur répondre aux besoins de nos producteurs de veaux de lait, veaux de grains, pour être capable d'aller chercher un prix maximum. Vos veaux croisés de Jersey vont de toute façon se retrouver dans le veau de lait, veau de grain. Donc, plus vous êtes capable de produire exactement le veau dont eux ont besoin, plus vous allez être capable d'avoir les meilleurs prix possibles. Tandis que, justement, du côté des veaux de lait, veaux de grain, mais c'est vraiment au niveau de la viande maigre qu'on veut, comme Guy parlait tout à l'heure. Donc, oui, il y avait un intérêt historique pour les Holstein parce que c'était le produit de base, mais ils sont aussi très intéressés là, par les veaux laitiers croisés avec des races maigres. Donc, ils vont acheter des Jersey Angus, mais c'est vraiment pas le produit qui correspond le mieux à la demande de leurs consommateurs. Puis, comme Guy parlait tantôt, ben, il y a une réglette qui s'en vient qui va vraiment éventuellement pénaliser en fait les producteurs qui vont avoir beaucoup de Angus dans leur entreprise de veau de lait, ben, surtout dans le veau de grain, là, mais dans les deux côtés. Donc, dans la filière veau, parce qu'il y a beaucoup de gras dorsal chez les croisés Angus. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui doit être retiré là, parce que dans la production de veau de grain, ben, les consommateurs ne s'attendent pas à avoir une belle ligne de gras dorsal sur les pièces de viande. Donc, c'est quelque chose qui doit être retiré complètement à l'abattoir. Donc, c'est du temps de main-d'œuvre qui est en surplus. Puis, c'est pas intéressant là, vraiment pour les abattoirs. Donc, c'est vraiment de miser sur des races plus maigres. Donc, justement,
nos Jersey, mais ça s'applique aussi aux Suisses brunes, au Ayrshire, c'est vraiment de miser sur les besoins de nos producteurs de veaux. Donc ici, j'ai mis une petite image là, un croisé Jersey blanc-bleu belge pour voir un peu qu'est-ce que ça donne à quelques jours d'âge. Puis, qu'est-ce que ça donne une fois rendu en engraissement de veau de grain. Donc, on voit le développement musculaire est super intéressant. Puis, j'ai mis aussi la photo, je l'ai choisi un peu avec intention, là, de mettre un petit peu le Angus derrière pour dire que vraiment, dans les prochaines années, là, ce qui va être vraiment plus en demande, c'est les croisements avec blanc-bleu belge par rapport au croisement avec Angus. Je ne sais pas si c'était une vieille question. Donc, le point aussi que je veux établir ici, c'est que pour avoir des bons prix pour vos veaux, c'est vraiment d'avoir, oui, d'un côté, une bonne génétique, donc la bonne race, puis aussi le bon taureau. Mais ça, on va y revenir plus tard, mais aussi, évidemment, la bonne préparation. Donc, il n'y a pas une génétique qui va compenser une mauvaise préparation, puis il n'y a pas une bonne préparation qui va compenser un veau d'une mauvaise génétique pour avoir le prix maximum. Il faut vraiment avoir les deux, la bonne génétique et la bonne préparation. Puis, c'est aussi d'avoir des veaux qui ont 9 jours et plus à l'encan. Donc, ça, c'est le règlement sur le transport. En fait, c'est le règlement sur la santé des animaux, le chapitre sur le transport, là, qui vous dit que vos veaux, pour être transportés, doivent avoir plus de 9 jours. C'est vraiment aussi un enjeu de biosécurité là, pour la filière veau. Donc, pour s'assurer d'avoir des veaux en santé, ben, c'est d'avoir des veaux là, qui ont plus de 9 jours, donc qui ont passé une certaine étape à la ferme, puis que leur système immunitaire est suffisamment fort là, pour se retrouver à l'encan, puis pour aussi, autant que possible, éviter d'avoir des maladies dans les entreprises de lait, veau de grain. Donc, pourquoi est-ce qu'on mise aujourd'hui à vous parler de blanc-bleu belge? Premièrement, c'est des veaux qui vont avoir une forte croissance, une croissance rapide, qui vont produire une viande qui est super maigre. Ils ont aussi un bon taux de survie. Donc, à 200 jours, là, il y a une étude que j'ai vue passer qui dit qu'il était à 5 plus de survie que des croisés là, avec d'autres races d'intérêt là, pour la filière. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir un taux de survie qui est super élevé. Développement musculaire qui est tardif aussi, ça, c'est un élément qui est, je pense, très important là, à savoir. C'est que à la naissance, les veaux expriment jamais la double musculature, expriment jamais une très, très forte, ben, ou très rarement, disons, vont très rarement être super musclés à la naissance. Donc, le développement musculaire en race pure, là, dans le blanc-bleu belge, se fait à peu près environ à 4 à 6 semaines pour vraiment la grosse explosion du muscle, vraiment le muscle qui prend beaucoup de place. Mais il n'y aura pas généralement de double musculature dans le croisement avec laitier, mais ça reste que le rendement en viande est super, super intéressant quand même s'il n'y a pas la double musculature. Puis les veaux, généralement, naissent aussi pas trop gros. Puis, c'est aussi pourquoi on parle de cette race-là un petit peu plus que de certaines autres races. C'est parce qu'il y a quand même beaucoup de documentation d'effectuer là, en Europe sur le croisement blanc-bleu-belge sur laitier. Il y a plusieurs pays là, où vraiment, il y a une majorité des veaux qui sont croisés blanc-bleu-belge. Donc, la race a fait énormément de travail sur le croisement boucherie sur laitier. Donc, vous avez accès là, à de l'information avec des centres de distribution. Donc, c'est pas une. Vous voyez le petit logo BBG là, sur ma photo. C'est pas une publicité payée, là, ne vous inquiétez pas, mais c'est vraiment des belles photos là, puis c'est un distributeur de toute façon de semences, c'est pas un fournisseur avec qui vous pouvez faire affaire directement. Donc, Belgian Blue Group, qui est justement un centre qui produit des taureaux, puis qui ont pris des photos ici là, d'un Jersey du même âge que le Jersey croisé blanc-bleu-belge qui est à côté de lui, puis aussi quelques autres croisements ici blanc-bleu-belge avec Jersey. Donc, ça vous donne vraiment une idée de la conformation là, que peuvent avoir ces veaux-là à quelques mois d'âge. C'est vraiment des veaux qui correspondent bien à ce que nos producteurs de veaux de lait, veaux de grain recherchent. Donc, un petit peu au niveau de votre plan de saillie, c'est de partir un peu avec l'idée que chacune de vos vaches a une raison d'être et une rentabilité, une productivité sur la ferme. Donc, certaines de vos vaches vont vraiment servir à produire votre relève, donc vos meilleures vaches selon les critères que vous avez établis. Mais c'est de
de l'autre côté, avec toutes les autres vaches qui ne serviront pas à produire votre relève, vous assurez de vraiment produire les veaux qui vont avoir le maximum de revenus, donc le meilleur prix possible. Donc ça va passer par identifier les forces puis les faiblesses de votre troupeau, puis possiblement aussi de chacune de vos vaches. Donc, par exemple, pour une tore versus pour une 2, 3e veau, peut-être qu'on ne choisira pas nécessairement le même taureau. On va peut-être en demander un petit peu plus à une vache qui a déjà eu quelques veaux que ce qu'on va demander à une premier veau si vous décidez d'utiliser de la semence de taureau de boucherie pour l'insémination de vos taures, évidemment. Ensuite, au niveau de son gabarit, avec la Jersey, on a une race qui est relativement petite, donc c'est d'aller chercher une race qui est complémentaire à ces caractères-là. Puis aussi de profiter autant que possible de la vigueur hybride. La vigueur hybride, là, dans le fond, ce que ça dit, c'est que quand on a les performances de la femelle, qui sont X, là, donc c'est pas le graphique n'est pas pour un critère en particulier, c'est juste pour expliquer le principe. Donc, si on prend la femelle Jersey, par exemple, qui a un rendement en viande X, puis qu'on prend le blanc-bleu belge, qui a un rendement en viande Y, bien, le veau, souvent, sa performance à lui va être supérieure à la moyenne. Donc, la vigueur hybride, c'est la partie qui est en vert. C'est le fait que il va être meilleur là, que la moyenne de ses parents. Donc, c'est vraiment sur ça qu'on mise quand on dit d'aller chercher un taureau qui est complètement à l'opposé de notre vache Jersey pour un certain critère, c'est de vraiment miser sur maximiser cette vigueur hybride-là. La vigueur hybride, ça s'applique sur certains facteurs plus que d'autres, entre autres justement sur la santé des animaux, donc la mortalité va être réduite aussi en croisement, ce qui est super intéressant, autant pour vous, parce que vous êtes capable de vendre plus de veaux dans votre année, que pour les producteurs de la filière aussi veaux, qu'en engraissement, mais ils vont aussi perdre moins de veaux. Donc, ensuite, je vous parle de certains éléments à considérer lors du choix d'un taureau pour l'insémination de vos Jersey, entre autres la durée de gestation. Donc, la durée de gestation moyenne en Jersey, selon mes informations, est environ de 279 jours. C'est sûr que ça peut être différent là, sur votre entreprise, mais globalement, c'est l'information qu'on a. Puis, de l'autre côté, vous avez des informations de croisement avec Austin. Là, malheureusement, je n'avais pas les données pour Jersey spécifiques, mais c'est quand même des données qui proviennent du Québec de 2018-2019. Donc, je trouvais que c'était quand même intéressant de vous en parler, considérant que la durée de gestation moyenne de la Holstein n'est pas super loin de la Jersey. On peut avoir l'hypothèse que ça va être relativement similaire en croisement avec Jersey. Donc, Angus est à 279 jours, Blanc-Bleu belge 282, Cimental, Limousin, Charolais 283 à 285 jours. Donc, c'est juste un petit bémol, disons. Puis aussi, ça l'explique pourquoi on a misé beaucoup sur l'Angus quand on a commencé à parler de croisement boucherie sur laitier, c'est que l'Angus rallonge pas ou très peu la durée de gestation en croisement avec une race laitière. Puis de l'autre côté, on a certaines races qui vont être, justement, elles, qui vont augmenter un petit peu plus la durée de gestation. Mais il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup de travail qui est fait de la part là, des associations de races pour essayer de produire des taureaux qui vont être intéressants en croisement. Donc, souvent, vous avez accès là, à de l'information sur ces taureaux-là pour voir est-ce qu'il y a des taureaux qui vont en fait allonger plus ou moins la durée de gestation en croisement. Donc, c'est juste un petit truc à savoir, là, à considérer quand vous choisissez un taureau. Ensuite de ça, le poids à la naissance. Donc, c'est sûr que je veux vous faire le portrait réel, réaliste et global là, du croisement Jersey blanc-bleu belge. Donc, un élément qui va vraiment être à considérer aussi, c'est le poids à la naissance. Donc ici, vous avez vos Jersey purs, 70 livres environ mâles et 61 livres femelles. Puis en croisement avec blanc-bleu belge, on augmente quand même de plusieurs livres, là, donc 13 livres ici, puis 16 livres ici. Donc c'est sûr que c'est une augmentation qui est à considérer. Donc c'est pour ça que je vous l'ai affiché. C'est vraiment pour vous dire de regarder absolument cet élément-là quand vous choisissez un taureau. Donc de ne pas y aller un petit peu à l'aveugle. Il y a de l'information qui est disponible sur les taureaux. C'est vraiment juste de savoir quoi regarder puis d'utiliser l'information qui est disponible ou de demander à vos fournisseurs aussi, de demander à vos conseillers en reproduction
je veux un taureau blanc-bleu belge, mais je veux vraiment qu'il soit excellent en termes de facilité de vélage, puis qu'il soit, que ce soit un taureau aussi qui va produire des veaux de petite taille. Donc, pour vraiment s'assurer de ne pas avoir de problématiques au niveau du vélage. Puis, je ramène un petit peu l'information que j'avais précédemment là, sur le poids à la naissance. Donc, ici, je ne l'ai pas séparé mâle-femelle, mais vous avez environ 70 livres, donc de moyenne mâle-femelle. Donc, on voit que c'est déjà un 5 livres de plus là, pour vos Jersey croisés Angus que vos Jersey purs. Puis, généralement, pour ce que j'en ai entendu dans mes conversations avec des producteurs, c'est pas quelque chose qui est problématique. Donc, c'est un peu d'aller chercher quelques livres encore de plus avec un croisement blanc-bleu-belge, mais vous avez vraiment là, le potentiel de diminuer cet écart-là en choisissant les taureaux là, qui ont un EPD, là, un écart prévu chez la descendance, je vais revenir là-dessus, qui n'est pas trop élevé pour le poids à la naissance. Donc, vous avez vraiment un pouvoir là, quand même de choisir le bon taureau pour ce critère-là, puis pas avoir trop de problématiques. Ensuite, je parle un petit peu de facilité de vélage. Donc, on a à la base, là, chacune des races, et certaines races qui vont être meilleures, donc il va avoir une facilité de vélage qui va être plus élevée. Donc, on parle entre autres de Angus ou Hereford, qui vont avoir une bonne facilité de vélage, puis des races qui vont avoir un peu moins une bonne facilité de vélage, comme Charolais ou Cimental. Donc, c'est une fois qu'on sait ça, bien de choisir vraiment les bons taureaux. Donc, justement, je parlais de caractéristiques complémentaires à chacune de nos races. Donc, ici, en croisement avec Jersey, une caractéristique que vous devriez vraiment rechercher, c'est d'augmenter à tout prix le rendement en viande, puis la taille de l'œil de longe, puis d'augmenter la croissance de l'animal. Puis les veaux, les races qui vont vous permettre que vos veaux aient les meilleurs prix possibles, ça va être des croisements avec blanc-bleu belge, avec limousin, parce que Angus, souvent, ben, il ne sera pas assez musclé pour vraiment être intéressant en croisement. Donc, comme le rendement en viande du Angus est quand même moins élevé que le rendement en viande des blancs-bleus belges, la différence qu'on est capable d'aller chercher avec le croisement avec Angus n'est pas assez intéressant pour les producteurs engraisseurs. Donc, c'est vraiment plus de miser sur plus de rendement en viande. Puis, donc, chez le taureau, de regarder la facilité de vélage, la durée de gestation, le rendement en viande, la croissance, puis la conformation de boucherie. Donc, ce n'est pas nécessairement de dire que vous devez regarder toutes ces EPD-là, toutes ces évaluations-là, mais plutôt de demander à vos fournisseurs là, d'étudier un petit peu les taureaux qui vous proposent, qui vous suggèrent là, pour l'insémination de vos vaches. Je fais juste rapidement un petit peu le portrait pour Suisse brune Pierre Scheer. Relativement le même constat au niveau là, des caractéristiques à aller rechercher, la quantité de muscles, la croissance, puis aussi de ne pas trop allonger la durée de gestation des Suisses brunes. Il faut penser aussi qu'il y a une alimentation pré-vélage dans les races laitières qu'on n'a pas vraiment dans les races de boucherie. Donc, quand vous avez l'information sur le poids à la naissance, ben, ce n'est pas une information là, qui est vraiment disponible en croisement avec les races laitières. Puis, je termine ici justement sur le choix de taureau. Donc, c'est de regarder ses caractéristiques spécifiques. Donc, ici, on a les écarts prévus chez les descendants. Donc, c'est les EPD qu'on appelle là, dans le jargon, disons. C'est des informations qui sont disponibles. Comme ici, je vous en ai mis 2 exemples. Donc, c'est les écarts prévus chez la descendante par rapport à la moyenne de race. Donc, si la moyenne de race de ce taureau-là est de 3,1, bien, ce taureau en particulier va être plus 7 pour la facilité de vélage. Donc, il va être très, très améliorateur dans sa race. Je ne veux pas faire de vous là, des experts des EPD de boucherie. C'est vraiment pas l'objectif d'aujourd'hui. C'est plutôt de orienter un petit peu vos réflexions sur le choix de taureau pour regarder l'ensemble des éléments qui sont d'intérêt pour vous assurer d'avoir le meilleur prix possible. Donc, ce que je veux illustrer avec ces 2 taureaux-là qui proviennent de notre guide qu'on a produit là, en 2020, c'est que si on étudie uniquement les éléments de facilité de vélage puis de poids à la naissance, ben, comme disait Luke Furness, qui est un PhD à Texas Tech, c'est que c'est une bonne façon de vendre un veau une fois. Donc, vous allez produire un veau qui, pour vous, n'entraînera pas de problématique, mais qui aura
pas vraiment un gros intérêt, puis qui ne sera pas rentable, puis qui ne sera pas payant non plus pour les engraisseurs après ça dans toute la chaîne de valeur de l'engraissement de cet animal-là. Donc, c'est juste de se rappeler de regarder un petit peu plus aussi les aspects de croissance de l'animal et pas juste de facilité de vélage. Donc, par exemple, les 2 taureaux ici, on a une facilité de vélage. Je vais me concentrer juste sur les EPD là, pour ne pas parler de. Sur les percentiles, pardon, pour ne pas parler de chacun des EPD individuellement. Là, je pense que ce n'est pas votre objectif en tant que de producteur de vraiment connaître tout ça. Mais vous avez les percentiles ici que j'ai mis en couleur. Puis, il faut savoir aussi que dans les EPD de boucherie, 1 étant le meilleur et 99, c'est le moins bon. Donc, c'est un peu l'inverse de vos évaluations de taureaux laitiers. Donc, ici, on a un taureau qui a une facilité de vélage, que son percentile est de 20, puis son poids à la naissance est aussi de 20. Puis de l'autre côté, on a un taureau avec 25 et 15. Si on se base uniquement sur ces 2 critères-là, on va dire que ces 2 taureaux-là sont complètement équivalents, qu'on prenne un ou qu'on prenne l'autre. On va prendre le moins cher des 2. Par contre, ce qui va arriver ici, c'est que avec le taureau du bas, vous allez vous retrouver avec un veau qui va avoir été facile à naître, mais qu'une fois, au niveau de sa conformation, une fois rendu à l'encan, ben, il sera voilà, pas super intéressant, pas super recherché, parce que sa conformation sera tout simplement pas suffisante pour qu'il y ait de la compétition entre les acheteurs. Donc, ils vont plutôt miser un peu plus bas, puis ils vont aller miser beaucoup plus sur un veau qui va provenir de ce taureau-là, qui, lui, a un poids à 1 an qui est numéro 1 en termes de percentile, un œil de longe qui est à 15, un rendement à viande qui est à 1. Donc, c'est 3 éléments par rapport à la croissance de l'animal qui vont vous permettre de savoir est-ce que ce veau-là, ben, le veau qui provient de ce taureau-là plutôt, va être intéressant en engraissement. Donc, ici, on a des super bons EPD. Puis, alors que de l'autre côté, ben, on a un taureau qui produit des veaux qui ne sont pas très améliorateurs là, pour sa race, mais qui, probablement en croisement aussi, vont être vraiment moins performants que les veaux qui vont provenir de ce taureau-là. Donc, c'est un peu ça le gros du message aujourd'hui, c'est de un, la race que vous choisissez va avoir vraiment beaucoup d'impact sur les producteurs après, pour les engraisseurs, mais aussi que le choix de taureau, même à l'intérieur d'une race, est super important en fait pour s'assurer de vraiment produire des veaux qui correspondent aux besoins des acheteurs. Puis le besoin des acheteurs, c'est de produire de la viande. Donc, c'est d'aller compenser le fait que la Jersey en race pure a un peu moins de rendement avec des taureaux qui vont être super performants pour que en moyenne, même avec la vigueur hybride, ben, on se retrouve avec des veaux qui vont être super intéressants pour les engraisseurs. Donc, j'ai fait ça assez vite, mais si vous avez des questions, on est disponible. Puis sinon, on peut passer, soit si vous avez des questions maintenant, ou on peut passer à la période de témoignage, puis revenir avec des questions pour tout le monde à la fin. Je vais arrêter le partage pour le moment. Oui, Emmanuel. Bonjour, merci beaucoup pour la belle présentation. Je voulais savoir, au fond, à l'encan, le croisé Jersey bleu-blanc, est-ce qu'il est différenciable d'un Holstein bleu-blanc ou ils ont l'air pareil? Ça va dépendre de la couleur, mais je dirais que très peu différenciable, surtout si vous utilisez un blanc-bleu belge noir, parce qu'il y en a. Souvent, le veau, il va sortir noir-brun, mais je dirais peut-être que Pierre-Luc a une opinion là-dessus, mais je dirais que ça va être des veaux qui vont être tachetés. Ça va dépendre aussi du poids du veau, parce que c'est sûr qu'il va naître un petit peu plus gros aussi dans un Holstein. Fait qu'à 9 jours, ils vont peut-être avoir une idée s'il est brun que c'est un Jersey, mais il pourrait aussi provenir d'un Ayrshire, il pourrait aussi provenir d'un Holstein rouge, puis être de la même couleur à peu près, là. Fait que ils peuvent avoir une hypothèse, je pense, mais ça va être quand même difficile de différencier précisément un Jersey d'un Ayrshire, d'un Holstein rouge, là. Super, merci. Je la rajoute ou pas? Ben oui, vas-y. Un peu. OK. Ouais, mais pour les différencier, ça se fait quand même bien. C'est surtout une question de poids souvent.
Au niveau de la couleur, comme Anaïs vient de dire, les Suisses et les Jerseys vont sensiblement sortir les mêmes couleurs dans le croisement bleu-blanc-beige. La grosse différence reste la grosseur de la carcasse parce que le Suisse est beaucoup plus gros que la Jersey. Puis ensuite de ça, avec l'Archer, c'est sensiblement la même. En fait, l'Archer sort quand même relativement comme la Austin. Mais la qualité première, c'est qu'il y a une valeur à la Jersey qui est ajoutée assurément. Sinon, il n'y a pas d'intérêt pour l'élever dans le race pur. Puis l'autre chose, en ayant un poids qui est intéressant, c'est sûr que si vous l'envoyez à 90 livres, c'est plus difficile d'être acheteur. Un veau qui va peser 110 et 120 livres est intéressant dans le jersey croisement bleu. Tant qu'à t'avoir au micro, Pierre-Luc, je vais t'inviter à te présenter. Oh, il est parti. Donc, Pierre-Luc, en fait, est producteur, là, président et producteur des veaux de lait du Québec. Donc, on l'a apporté aussi, on lui a demandé d'être présent un peu en support puis pour donner son expérience en tant qu'engraisseur aussi de ces veaux croisés Jersey ou Jersey pur, là, en fait, de tous les types de croisements. Donc, n'hésitez pas aussi à poser des questions plus spécifiques du côté engraissement de ces veaux-là. On avait d'autres questions. Sinon, en fait, j'inviterais toi, Pierre-Luc, à rouvrir ton micro si tu es disponible, ou sinon peut-être qu'il est parti pour l'instant, pour vraiment là, faire un petit mot sur justement ton impression en engraissement de Jersey, croisement Angus, Jersey, croisement blanc-bleu belge ou d'autres que tu as vus avec ton expérience. Ça fait un peu le portrait là, de ce que je suis dans ma vie de syndicaleux. Je suis aussi éleveur. Je démarre des veaux pour les parcs à bœuf et je fais du veau de lait, environ 1200 veaux de lait et environ 1000 démarrages de Angus pour les parcs à bœuf. Faut comprendre, tu as parlé un peu de génétique, tu as parlé un peu de gains, de performance et de ce que les parcs recherchent. Le marché a été établi comme ça avec le Angus, mais c'est pas vrai que le Angus, c'est la 8e merveille du monde. Il y a des races qui performent plus, il y a une tangente vers le Angus, mais il y a des clients pour à peu près tout. Le problème, c'est qu'il n'y a pas tant de clients pour le croisement Jersey et les races un peu plus rustiques, si on veut, là, que certains éleveurs laitiers font ici au Québec. Dans le Jersey croisé Angus, la grosse problématique, les parcs n'en veulent pas, tu le mentionnes tantôt Anaïs, mais nous autres non plus, parce que tu viens comme mettre 2 races petites qui persillent beaucoup pour faire de la viande maigre. Ça devient un peu un enjeu. Tu as beau changer l'alimentation, tu as beau faire des efforts pour essayer d'empêcher le fait qu'ils vont persiller, mais c'est ultra difficile compte tenu du nombre parce que, bon, on rentre majoritairement du Holstein. Quand tu vas rentrer un veau qui était croisé avec un Jersey croisé Angus, il faut l'alimenter en fonction de la majorité du groupe qui est du Holstein. Dans mon cas, j'élève, moi, du 120 livres et plus dans le Holstein, que je vais faire. On parlait tantôt d'un gain dans le veau de 2,3 livres par jour. Je fais du 2,6 avec du 120 livres dans le Holstein. Il faut que ce veau-là que j'achète, qui prend une place veau, il faut qu'il performe autant que le Holstein. Sinon, il faut que je le dévalue pour arriver à un profit qui va ressembler à celui du Holstein pour que ce soit intéressant de l'acheter. La seule façon de le faire avec un Jersey, c'est de mettre un bleu-blanc-belge dedans parce que le bleu-blanc-belge a un meilleur taux de conversion. L'intérêt pour l'abattoir est là. C'est une viande qui va rester maigre, qui va être musclée, qui a un bon rendement carcasse. On parle dans le veau de quand on pogne 57 % dans le veau de lait, on est content.
le bleu blanc belge peut faire un rendement carcasse beaucoup mieux que le Holstein quand il est en forme et qu'il est bien alimenté. La seule contrainte, comme vous, producteur de lait, c'est que vous allez être obligé de le garder un peu plus longtemps pour le mettre conforme au poids qu'on veut l'avoir. Mais anyway, à ce que je sache, vous me corrigerez, je ne pensais pas que vous aviez des gros prix dans le pur sang. Fait que j'imagine que, bon, un veau qui se vend 400-500$, c'est un bon incitatif à le garder. Ça peut être un revenu intéressant. Puis de la place pour en vendre des veaux au Québec, il y en a, Anaïs. Puis tantôt, Guy, on a fait le portrait. Il y a de la place pour vendre du veau, mais ça prend quelque chose qui est intéressant comme pour nous autres, pour éleveurs de veaux. Puis tu as abordé aussi un petit peu le sujet des prix. Pour un veau Jersey blanc-bleu belge, généralement à l'encan de Saint-Isidore, ça ressemble à quoi? Ben, si un veau pèse 110, 115, 120 livres, c'est un veau qui va se vendre même un petit peu plus cher que l'Holstein peut. Mais un veau qui pèse 90 livres tombe dans la catégorie que moi, je ne veux pas, que beaucoup d'acheteurs ne veulent pas. Pour la simple et bonne raison, on a vu, il y a des études qui sont faites en Ontario sur 10 000 têtes, un veau 90 livres et moins, le taux de mortalité est autour de 25 %. On veut passer en élevage. Quand on a 5 % de mortalité, c'est pas mal la norme dans le secteur veau. Fait que c'est sûr que ça prend des veaux un peu plus pesants, un peu plus vieux. 9 jours, pour moi, c'est le strict minimum parce que je vais plus aller chercher des veaux que le nombril. Le nombril, il est tombé et qu'ils ont l'air un peu plus vieux. C'est comme ça que je fais mes critères d'achat. J'ai réglé beaucoup de problématiques à la ferme chez nous en achetant un petit peu plus vieux. Puis bon, les études sont là en Europe. L'Europe, c'est 21 jours l'obligation de garder un veau à la ferme avant de le mettre en marché. Fait que oui, les bleus blancs belges, quand ils sont dans la strate que les acheteurs veulent avoir, ça se vend relativement à un bon prix, là. Surtout les mâles. Fait qu'il y a intérêt à sexer. Ouais, c'est un blanc-bleu belge, je sais que il faudrait voir la disponibilité, mais effectivement, c'est quelque chose Écoute, qui est tout à fait possible, là. faut en Innover. parler. Ça change. Mm. Oui, c'est clair que justement, tu apportes un point intéressant, là. Les femelles, ben, le rendement en viande va être inférieur. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours une différence avec un prix pour un mâle qu'un prix pour une femelle. Tout simplement parce que justement, la rentabilité pour l'acheteur est meilleure pour un mâle que pour une femelle. Donc, ça explique souvent environ 2 $ la livre de différence, grosso modo, là, pour les croisés. Puis aussi, ben, tu as parlé de rendement en viande. Les blancs bleus belges ont quand même des os qui sont plus fins. Puis ils ont un extrêmement bon une taille d'œil de longe la taille des muscles est très intéressante versus le Holstein qui a des os un peu plus gros. Donc, même à poids à la naissance égal, ben, souvent les os des Holstein sont plus gros là, que ceux des croisés blanc-bleu. Donc, en croisement, ben, ça peut être aussi pas trop problématique avec Jersey, justement, parce que c'est des veaux qui sont quand même relativement fins à la naissance, là. Les problèmes, on entend souvent, bon, pas souvent, mais vous avez peut-être déjà entendu parler que les blancs-bleus belges naissent par césarienne, souvent là, en Belgique, en race pure. Mais c'est aussi beaucoup parce que la vache n'a pas de place, parce qu'elle est trop musclée au niveau là, des fesses, là, au niveau de l'arrière de l'animal. Donc, le passage est trop serré. C'est pas parce que les veaux sont immenses à la naissance. Comme je disais, le développement musculaire se fait vraiment quelques jours, voire quelques semaines après la naissance. Fait que c'est de quand même porter attention aux aspects de facilité de vélage puis de poids à la naissance. Mais on pourra en reparler avec Janie. Le vélage comme tel, c'est quand même pas trop problématique pour bien des producteurs qui le font en ce moment-là. Donc, justement, Janie, si tu veux rouvrir ton micro. Donc, j'ai une question de que pensez-vous du Speckle Park? Je sais pas, Pierre-Luc, as-tu une opinion sur. T'en as-tu vu passer? Est-ce que tu en as en engraissement des fois? Oui, j'en ai quelques fois. Bon, ils ont une ressemblance quand même un peu avec le blanc-bleu quand c'est croisé, mais c'est la seule ressemblance qu'il y a, la couleur. Mm-hmm.
au niveau performance, c'est une grosse déception. On est comme pogné avec quand il en passe. Mais tu sais, c'est encore mieux qu'un jersey pur, mais il y a mieux. Limite, peut-être dans les torts, ça peut être intéressant si vous préférez pas utiliser de blanc bleu belge pour l'insémination des torts quand vous en avez à inséminer. Mais effectivement, là, le rendement en viande est pas du tout au niveau là, du blanc bleu. Fait que c'est ça qu'on vient pas la compensation, disons, là, quand on part de là avec notre jersey, on part de là avec notre blanc bleu, puis on arrive au milieu, ben on part pas du même endroit avec le blanc, avec le Speckle Park, c'est clair. Fait que, Je peux y aller avec le Limousin, la question qui vient d'être posée. Au niveau du Limousin, c'est une race française qui performe relativement bien, mais les données, là, comme on n'a pas d'identification à l'encan, à l'achat, puis qu'on n'est pas nécessairement directement chez le producteur pour aller acheter les veaux, c'est difficile de différencier un Limousin d'un Angus dans le croisement Jersey. Puis d'avoir les données parfaites. Là. C'est pas aussi frappant qu'un Sparkle ou bien un blanc-bleu que c'est un Limousin. Puis tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'identification à l'achat, on n'est pas capable de vous donner la réponse. ouais, je dirais que pour le Limousin, un élément, c'est ça qui est à considérer, c'est la durée de gestation. Donc, d'avoir des taureaux qui n'ont pas une gestation trop longue. Un petit peu plus de mortalité aussi là, à 200 jours. Donc, le taux de survie est un peu moins élevé là, dans les études que j'ai vues qui comparaient, là, disons, blanc-bleu et Limousin. Fait que c'est des éléments un peu à considérer. Sinon, le poids à la naissance aussi va être peut-être un peu plus bas que le blanc-bleu, mais la facilité de vélage de la race n'est pas nécessairement meilleure là, que le blanc-bleu belge. Donc, on les voit un petit peu plus petits, mais la facilité de vélage globale de la race n'est pas nécessairement meilleure. Fait qu'encore une fois, ça reste de regarder vraiment le taureau comme tel. On peut avoir justement un blanc-bleu qui, au final, va donner des veaux plus petits qu'un limousin si on choisit vraiment pour l'aspect de prendre un veau qui n'est pas trop gros. Euh, donc, ça peut être intéressant. Justement, ça va donner aussi une différenciation souvent, mais ils ne sortiront pas plus noirs unis parce qu'ils sont limousins que parce qu'ils sont Angus. Par contre, là, si c'est un peu dans cette optique-là qu'on s'intéresse au croisement, il va encore avoir des reflets roux, des reflets bruns. Mais c'est quelques éléments à considérer pour le limousin. Ça peut être intéressant aussi. Donc, si on n'a pas d'autres questions, je passerai réellement le flambeau à Janie. Si tu veux nous parler un peu de ton expérience avec tes vaches, comment ça se passe sur ton entreprise. Allô? Dans le fond, nous autres, on a commencé en 2021, les premières vaches qu'on a essayées. Dans le fond, on avait eu un stagiaire qui nous venait de la Belgique. Puis lui, chez eux, à force de jaser, ben, chez eux, ils ont une partie de leur élevage qui est de la boucherie, puis une partie de leur élevage qui est en lait. Puis leur troupeau de boucherie, c'est du bleu blanc belge, puis leur troupeau de lait, c'est du Holstein, puis du Jersey, majoritairement du Jersey. Puis ils nous disaient que les autres, chez eux, ils prenaient le taureau bleu blanc belge, puis toutes les vaches en lait qu'ils ne voulaient pas élever, ils les mettaient au taureau, dans le fond. Fait que c'est là qu'on s'est dit, bon, on pourrait peut-être l'essayer. Tu sais, Angus, ben, tu sais, oui, on a un bon prix pour ça, là. C'est vraiment mieux que le Jersey pur. Fait qu'on s'est dit qu'on allait l'essayer, puis lui, il avait jamais eu de problème chez eux à avaler ses vaches. Fait qu'on s'est dit, gars, on essaye. Puis depuis qu'on a envoyé à l'enquête, puis honnêtement, on a quand même des bons prix pour ça. Puis on n'a pas vu de différence sur les vaches qui ont vêlé, là. Des fois, ça arrive une Jersey, tu vêles ça en pur, puis ils valent bien les Jersey généralement, mais ça arrive que ça te prend des cornes, t'as aidé un peu. À date, tout le monde a vêlé tout seul. Il y en a qui ont vêlé un petit peu après leur date de vêlage, mais des fois, une semaine de retard, puis ça a tout le temps passé comme dans du beurre. Fait que c'est pour ça un peu qu'on en fait. Sinon, c'est ça. Tu sais, les vaches, ils sentent pas au vêlage, fait qu'ils s'en remettent super bien. Les veaux, honnêtement, de ce qu'on a vu à date, ils valent pas plus gros qu'un veau Jersey ou qu'un veau Angus Jersey. Mais
après la première semaine, on dirait que là, tu vois qu'il commence à élargir, le dos élargi, puis il commence vraiment plus à faire du poids. Je pense qu'Anaïs, tu le disais tantôt, là, ça va 4 semaines avant qu'il développe ça, puis ça paraît que juste en une semaine, tu vois la différence, là. Fait que c'est pas mal ça. Pour l'instant, on n'a pas fait de veillée de tort. On a juste fait c'est une vache au deuxième bout, on l'a fait. Ça a super bien été. Sinon, c'était plus des plus vieilles, là. Pour commencer, c'est comme ça qu'on l'avait fait. Est-ce qu'éventuellement, on va le faire sur nos torts? Peut-être. On dit pas oui, on dit pas non, là. On l'a comme pas encore testé. Mais c'est ça. Puis sinon, ben, on n'a jamais vraiment regardé c'est quoi la semence qu'ils mettaient, là. C'est plus notre conseiller qu'on lui dit qu'on veut du bleu blanc belge. Puis probablement, j'imagine qu'il regarde là, la facilité de vêlage, la grosseur à naissance, etc., là. Mais ça, on laisse ça à sa discrétion. Puis c'est pas mal ça. On n'a jamais pesé les veaux à naissance, mais c'est ça. On va être quand même petits. Puis on les envoie toujours à l'encan, là, à peu près à 2 semaines. Nous autres, c'est pas mal ça. Fait que c'est ça. 15-20 jours, ils s'en vont à l'encan. Puis là, j'ai ressorti là, 2 slips d'encan. Puis on avait envoyé un veau entre 15 et 20 jours. Il pesait 83 livres, puis on avait eu 6 et 20 la livre. Puis un autre plus gros qui pesait 119 livres, puis on a eu 4,80 la livre. Fait que ça fait quand même c'est plus que quasiment 600 pièces du veau. C'est ça. Puis à savoir que si éventuellement, comme vous disiez tantôt, ben, le Angus, vous voulez moins le gras dorsal, etc., peut-être que les producteurs vont moins en vouloir. Et j'imagine que les croisements de Jersey Angus vont être vraiment éliminés avant les Austin Angus. Fait que c'est pour ça qu'on sait comme on se tourne vers ça. On fait encore un petit peu d'Angus, là, mais éventuellement, on en fait vraiment de plus en plus, là. Super. Ben, merci. Ben, justement, je vais faire du pouce un peu sur ce que tu apportes. Effectivement, tu sais, c'est que une fois que la réglette va être mise en place, ben, ça va être encore plus intéressant là, d'avoir des blancs bleus belges à croiser de Jersey que les Angus. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a organisé avec Jarod la rencontre d'aujourd'hui. C'est un peu pour prévenir, commencer à penser à ces éléments-là, parce qu'on sait là, que les veaux, ben, ils prennent 9 mois après l'achat de la semence euh, avant de produire un veau. Donc, c'est sûr que le fait de vous parler un peu de cette problématique-là d'avance, ben, c'est un peu l'idée de soutenir la filière aussi à long terme, puis que vous ne vous retrouviez pas dans quelques années, mois, avec des veaux vraiment dévalorisés dans l'Angus, puis que là, on vous dise que c'est parce qu'ils sont trop gras. Donc, on vient un peu vous en parler tout de suite pour débuter un peu les réflexions avec vous là, sur les croisements d'intérêts. Tu as parlé justement de prix. Euh, les prix moyens là, moi, que j'ai reçus de la part de certains encans, justement, là, ça allait dans le 5 à 6 la livre là, de moyenne, là, disons, pour les croisements blanc-bleu, incluant les jerseys. Là. Donc, ça peut être c'est assez intéressant, je pense, surtout comparé au jersey pur. Là. On avait une autre question de Emmanuel. Oui, juste si ça peut convaincre des gens. Nous, on a élevé 2 à la ferme qu'on a abattus pour notre consommation personnelle, un Jersey Pur puis un bleu-blanc Jersey. À 18 mois, le Jersey il pesait 552 livres, puis le Jersey bleu-blanc 739. Et ils ont mangé la même affaire, là. Ils étaient un à côté de l'autre. Mais on s'entend, là, j'ai pas une alimentation d'éleveur de veaux, mais juste pour dire, ils mangeaient la même chose. On avait près de 200 livres d'écart en 18 mois. Fait que, tu sais, Pierre-Luc, sentez-vous pas mal, là. Je pense qu'on est capable de comprendre que pour vous, c'est vraiment mieux. Puis merci, Janie, ça me donné confiance d'essayer ça plus. Oui, ça, il y a vraiment des taureaux qui sont disponibles sur le marché, là, les fournisseurs de semences blanc-bleu sont principalement en Belgique. Puis eux travaillent depuis des décennies là, sur le croisement avec des races laitières, incluant le Jersey. Donc, c'est sûr qu'ils ont beaucoup d'informations là, sur les croisements d'intérêt. Là. On avait une autre question dans le chat. Le prix moyen de la semence blanc-bleu belge. Écoutez, ça, je pourrais même pas vous dire. Je sais qu'on a des jeunes fournisseurs de semences sur l'appel. Je ne sais pas si vous voulez prendre de répondre à la question, mais à ma connaissance, il n'y a pas une particulièrement grosse différence avec le blanc-bleu, mais je ne suis pas certaine.
C'est sûr que ça va dépendre aussi, j'imagine, du type de taureau, de la qualité de semence, d'où est-ce qu'elle provient, là. Nous, on avait acheté 20 doses, ça nous était revenu à 17 piastres la dose. Ouais, ça fait pas nécessairement plus cher que du Angus, là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Jarod, moi, je n'ai pas de question. J'aurais une question plutôt à poser aux éleveurs qui sont là. Dans le fond, mon nom, c'est Steven Côté. Je suis le coordonnateur de la filière veau. Et veau de lait, en fait, veau laitier, veau de lait, veau de grain. Et la rencontre qu'on a organisée aujourd'hui avec Jarod, Denise, Guy, et également tous les autres intervenants, Pierre-Luc et Jenny, c'était dans le fond de vous initier un peu à l'intérêt de la race blanc-bleu en croisement avec Jersey. C'était une première, on va dire un premier échange. La question que j'aimerais vous demander, c'est est-ce qu'on peut faire plus? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on devrait faire? Est-ce que vous avez besoin d'informations? Est-ce qu'on peut vous donner un soutien additionnel pour vous accompagner dans l'introduction de semences de blanc-bleu dans vos troupeaux Jersey? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse? Les éleveurs qui sont présents aujourd'hui. Bonne question. Est-ce qu'il y en a qui veulent se prononcer? Oui, c'est Guillaume. Une chose que vous pourriez faire, c'est tu sais, l'information que vous avez avec les vendeurs de semences, entre autres les formations que vous avez avec les vendeurs du SIAC, ben ça, je pense que tu sais, dans l'hosting, les conseillers sont capables de communiquer comme adéquatement avec les éleveurs hosting pour l'utilisation des taureaux Angus. Ben, je pense que cette formation-là pourrait être aussi pertinente à donner à ces vendeurs-là pour faire les croisements avec la race Jersey. Ça, déjà là, en partant, là, si on a des distributeurs de semences qui sont capables de bien expliquer pourquoi on va avoir un Jersey croisé avec du bleu-blanc belge, ben déjà là, ça va être un gros facteur facilitant. C'est noté. Ouais. Ben, Des moi, trucs. je pense à Jarol. Oh, excusez, j'ai parlé en même temps Ah, qu'Anaïs. non, vas-y. Si on veut que l'information circule rapidement pour nos éleveurs, t'es très bon en montage vidéo et tout. Peut-être un petit montage de 2, 3 éleveurs qui en font, qui ont des bons résultats. Je pense que un petit vidéo court, ça pourrait peut-être convaincre plus de gens à l'essayer. Bonne idée. Il y en a un dans le coin d'Alma, je pourrais t'envoyer le nom, Jarol. Simon il est allé dans le cadre du VMS de Laval. Puis il y a des Holstein et Jersey, puis il fait du bleu-blanc. Il disait qu'il y avait 200 pièces par veau de plus en moyenne que des Angus Jersey. Ça pourrait peut-être un bon candidat. Dans le coin d'Alma, tu dis? Oui. Eh, Anaïs, est-ce qu'il y a moyen de pouvoir identifier nos veaux quand on les envoie à l'abattoir, à l'encan, c'est-à-dire, je t'envoie un veau Jersey croisé bleu-blanc-belge. On pourrait l'identifier d'une certaine façon pour rassurer l'acheteur. C'est une bonne question. C'est ça, je vois Pierre-Luc sourire. Euh, c'est de faire parler des banques d'informations aussi qui coûtent très cher à faire communiquer. Mais je dirais que ça passe beaucoup aussi dans rentrer l'information sur le choix de taureau. Puis euh, c'est qu'actuellement aussi, parce qu'on a voulu aller chercher l'information pour un autre projet du- d'ultrason de gras dorsal dans le veau de grain. Euh, puis souvent, c'est que les producteurs, ils notaient pas vraiment nulle part le type de taureau qui était utilisé. Il était juste écrit, par exemple, Angus. Donc, pour la race, oui, ce serait possible de l'afficher, mais c'est que on pourrait travailler même plus loin que ça, puis aller chercher
avec vraiment les meilleurs taureaux. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup qu'on puisse faire, de dire les taureaux qu'on choisit avec des EPD en bas de X pour la facilité de vélage, ben, les producteurs ont les résultats. Fait que c'est effectivement de commencer quelque part là, dans le transfert de données. Mais je dirais n'hésitez pas à venir en parler à vos AGA peut-être de cet élément-là pour vraiment nous donner le mandat de le faire. Mais je dirais que c'est de trouver un moyen de vraiment faire communiquer, d'avoir un endroit où ce que vous l'inscrivez. Dans le fond, c'est de prendre, en ce moment, il n'est pas nécessairement écrit là, dans les bases de données qui parlent avec les encans quel type de race vous utilisez. Dans Adestra, vous croisez juste s'il est boucherie ou pas. Il est boucherie ou laitier. Fait qu'il n'est pas indiqué. Fait que c'est de faire rajouter une case dans Adestra pour être capable d'aller chercher cette information-là. Ce serait ça à travailler, disons, effectivement. C'était un problème qu'on n'avait pas aussi. On s'entend, il y a quelques années, là, c'était pas une problématique qu'on avait. Donc, c'est d'enclencher la machine pour qu'on se rende là à avoir cette information rendue disponible. Si je peux en rajouter là-dessus, Naïs, le passeport VAU était destiné à ça. On s'est fait dire que les producteurs de lait n'avaient pas nécessairement l'intention ou le désir de l'utiliser, mais éventuellement, cet outil-là existe. Cet outil-là, on a juste quelques petits paramètres à ajuster et c'est faisable. Et c'était censé jaser avec Attestra. On est peut-être rendu là. Je sais que les producteurs de lait, c'est difficile pour eux autres là, de mettre en place, surtout dans le hosting, parce que je pense que vous autres avez avantage à l'utiliser. C'est plus difficile à mettre en place, puis c'est difficile à convaincre d'utiliser. Puis encore après ça, l'encan d'afficher. Mais à un moment donné, on va y arriver. L'Europe a réussi. L'Europe, tu as le pedigree de chaque animal. Tu as même le pedigree de la ferme qui fournit les animaux aux éleveurs. Tu peux savoir les maladies de chaque ferme. Tu peux savoir si c'est comme ça qu'ils ont contrôlé un peu l'essor des maladies dans les troupeaux et par la suite combattre l'antibiorésistance. Fait que c'est des avenues qu'on n'aura pas le choix anyway d'aller chercher. Puis je me porte volontaire, là, c'est l'éleveur qui parle et non pas le représentant du comité mise en marché Vaudelet. Si vous avez des projets de recherche et développement des éleveurs indépendants dans le Vaudelet, il y a moi. Puis il y a moi. Fait que si jamais vous avez un projet de recherche à faire, ben, je me porte volontaire pour les faire au niveau là, des performances dans les étables et tout. J'ai un intérêt marqué pour la race du blanc-bleu, puis peut-être nicher un produit par la suite. Une question de Dumais, je ne sais pas si c'est Francis, Guillaume ou un autre. Guillaume. Salut Guillaume. Ouais. Salut Jarod, salut tout le monde. Pour répondre à M. Steven, je vais sortir un petit peu du volet blanc-bleu-belge, qu'est-ce qu'on pourrait faire, la Fédération des producteurs de bovins. Et je pense que oui, c'est super intéressant ce que vous nous avez présenté aujourd'hui. Aucun doute, il y a un avantage pour nous autres. Il reste que, par contre, on va toujours avoir quand même une légère proportion de veaux mâles jersey purs pour laquelle on n'aura pas de marché. Avec toutes les pressions auxquelles on fait face, puis bien-être animal inclus, je pense que ça serait bien, on paye quand même notre cotisation pour la Fédération des producteurs de bovins, que la Fédération des producteurs de bovins essaie de nous dénicher un marché pour ça, pour l'opinion publique, pour qu'on puisse, sans qu'on dise on veut inonder le marché de ça, mais juste trouver une petite plus-value, là, nous avoir un petit quelque chose là, pour cet évo-là, je pense que ça pourrait être bénéfique pour tout le monde. Merci. C'est Guillaume. Il y a Emmanuel qui a levé la main. Encore moi, je m'excuse. Merci Guillaume, vraiment. C'est un point que je suis contente que tu abordes. Puis ça me fait penser à
Tu sais, dans le lait, on va avoir une usine de dernier recours, mais là, on pourra avoir une ferme de dernier recours pour les veaux de Jersey. Je suis persuadée que si on met l'énergie nécessaire, on est capable de faire un beau projet en réutilisant des restes de fermes de légumes. En Estrie, on partit quelque chose de super intéressant avec les animaux fragilisés puis les banques alimentaires. Je manque de temps, mais j'ai cette envie-là qu'on creuse ça ensemble, qu'on trouve une solution. Comme Guillaume m'a dit, je veux dire, moi, je serais prêt à le donner, mon veau, là. Je veux juste pas être obligé de faire l'autre chose qu'on n'aimera pas ici, qu'on n'aime pas faire. Puis pas attendre après Pierre-Jean-Jacques qui vienne chercher mon veau une semaine plus tard, puis tu sais pas ce qu'il va faire avec. Tu sais, on fait de notre mieux, là, mais je suis sûre qu'on peut faire quelque chose d'intelligent. Il y a plein de monde qui a faim sur la planète, là. Mais dites-moi une chose, ce qui est présenté aujourd'hui, là, le fait d'envisager de croiser avec un animal, là, un blanc-bleu, là, une race qui va vous donner un veau avec une plus-value, est-ce que, dans quelle mesure ça répond à ce besoin-là là, que vous avez, dans le fond, de valoriser vos veaux issus des vaches Jersey? Nous autres, notre lecture, c'est que c'était une belle réponse, là, mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Comment est-ce que vous pensez que c'est transférable chez vous? Guillaume? Oui, c'est excellent. Là, ce que vous nous présentez aujourd'hui, c'est excellent. Récemment, j'ai vendu des Angus croisés de Jersey avec des très bons prix, puis ça, c'était encourageant. Par contre, il y a toujours une certaine population, en tout cas, il y a des bœufs de Jersey que la semence n'est pas sexée. Il y a toujours le 90%, le 10% dans le semence sexée qu'il faut se protéger. Des fois, il y a des transferts embryonnaires que tu veux y aller un petit peu plus sécuritaire, fait que tu flushes pas avec la semence sexée, tu vas flusher avec une semence conventionnelle. Fait que, tu sais, on... tout dépendant, tout dépendant des éleveurs, il y en a une partie qui vont dire peut-être, OK, je m'en vais 50% ou 75% blanc, bleu, belge, puis la balance semence sexée, puis je me limite à ça. Mais c'est ça, comme je viens de dire, il y a des jeunes taureaux qui viennent d'embarquer sur le marché, souvent ils viennent pas seulement sexés. Il y a des taureaux qui ne seront jamais sexés non plus. Puis c'est ça. Pour la marge d'erreur de la semence sexée, il va toujours en avoir pareil des petits mâles Jersey. C'est ce petit marché-là. Et ce que vous nous avez présenté aujourd'hui avec le bleu blanc belge, là, c'est super, c'est excellent. Quelqu'un qui ne veut pas élever d'un animal, il va mettre un bleu blanc belge avant de mettre une semence Jersey conventionnelle dedans. Là. Fait que, ça, on va être capable d'en fournir. On va être capable, parce que je ne veux pas parler pour les autres, là, mais le marché va se régulariser par lui-même, puis on va être capable d'en fournir. C'est l'autre petite portion qui va toujours rester, qu'il faudrait corriger. Peut-être un autre chapitre de discussion entre les deux organisations, je pense. Ils vont me faire réfléchir encore. Ouais. C'est Peut-être qu'on des peut bonnes- organiser quelque chose avec Jarol pour se reparler de ça. Là. Puis moi, je pense que la race, pas je pense, les statistiques le disent, la race est en croissance, là. Fait que ce problème-là, il va pas être décroissant. Tu sais, il peut être en partie décroissant parce qu'on utilise plus d'Angus puis de bleu blanc qu'avant. Mais même en faisant tous les efforts, comme Guillaume l'a dit, même en faisant tous les efforts, je pense que je vais avoir un 5% de mâles à la ferme, là. Jersey pur. Puis si on double, on triple le nombre d'éleveurs prochainement, mais ce problème-là, il va doubler puis tripler. Okay. C'est bien reçu. On va Question, mijoter ça. question Anaïs, question et commentaire. Je veux remercier Jersey Québec et la Fédération des producteurs de bovins de cette opportunité-là que vous nous offrez de pouvoir discuter. Je pense que de vouloir tracer de vulgariser puis de dire que le croisement Jersey avec la race bleu-blanc-belge, c'est un croisement qui est d'avenir parce qu'il va répondre à un besoin du marché des éleveurs de veaux lourds.
Je pense que c'est une belle opportunité qu'on a de vouloir imiter ce que les gars d'Hosting font, c'est-à-dire de la croiser avec du Angus. Le marché, vous nous l'avez dit, c'est pas vers là qu'il s'en va. Puis c'est vraiment là-dessus qu'il faut tabler, là. C'est-à-dire que le marché de la Jersey, avec un croisement de boucherie, c'est avec le bleu-blanc belge. Ça, c'est une belle visibilité que vous nous donnez aujourd'hui. Ben, merci beaucoup. Puis justement, ben, merci aussi justement, à Jersey Québec, au CA, puis à Jarod là, d'embarquer dans nos idées, de venir vous jaser, puis d'essayer de trouver des avenues, puis de s'informer aussi. Là, justement, on avait fait là, quelques mois, l'année passée, en fait, un petit sondage, puis il y en avait plusieurs d'entre vous là, qui avaient répondu pour justement nous donner un petit peu de jus à nos réflexions. Fait que c'est super apprécié là, quand vous participez, quand vous répondez présent, quand vous apporte des idées, apporte des petites questions. C'est très apprécié. Excellent. Tant mieux si ça peut aider et faire avancer la réflexion. Est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient des questions, des commentaires? Avec M. Nadeau, est-ce que si on a identifié nos veaux au moment où on l'envoie à l'abattoir, à l'encan, avec une tag bleu, rose, jaune pour dire que c'est un croisement Jersey bleu, blanc, belge, ce serait quelque chose qui serait déjà un plus pour identifier nos croisements? Il y a déjà des gens qui essayent là, avec les Angus, mais beaucoup imitent maintenant. Puis c'est à partir du moment où il y a un commerçant qui embarque dans l'équation que la problématique arrive. Après ça, tu te retrouves avec toutes sortes de choses. Puis c'est vraiment une question, je pense que ça va passer par l'identification permanente pour avoir une certitude 100% de ce qui est quoi. Ça peut faire au début, mais après ça, un coup que ça va se savoir, ben. Une tag avec le logo Jersey Québec pour certifier que c'est un veau qui est Jersey, puis que ces tags-là, il y a juste les éleveurs Jersey qui peuvent s'en procurer en fonction du nombre de doses Angus de bleu, blanc, belge qu'ils achètent. Exact, c'est ce que j'avais en tête. En passant par Jersey Québec fournit des tags à ses membres qui savent qu'ils utilisent. Fait que là, tu contrôles les commerçants, tu contrôles un peu plus la fraude. Où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, il va toujours en avoir qui vont s'essayer, là. Mais Jersey Québec a une liste des membres, fait qu'on est capable de savoir. T'enverras pas 20 tags à un gars qui sait qu'il y a 2 vaches, là. Tu vas envoyer le nombre de tags à quelqu'un qui a un troupeau complet, puis qui est. C'est ça, qui veut que ça aille dans le bon sens, là. Ben, tout ce qui est structuré peut être intéressant. Plus on a d'informations à l'achat, mieux que c'est. Okay. Est-ce que Gérald, on te donne l'ouvrage? Non, moi, je réfléchis en même temps. Là. Je vais au-delà de ce que tu me dis là. Je vais là, plus au niveau que ça représente comme suivi. Mais non, écoute, ça, c'est le genre de truc qu'on peut très bien discuter et voir comment est-ce qu'on peut rendre la chose possible et simple, surtout. Là. Avec une distribution des tags qui est faite par les vendeurs de semences, là, mettons, le SIAC là, qui nous laisse chez nous 20 doses, ben, il nous laisse 20 tags, ou ben non, il nous laisse ça peut être quelque chose de genre aussi. Là. Il aime ça, la collaboration, le SIAC. En voilà une belle activité. Je pense, Pierre-Luc, corrige-moi si je me trompe, que dans notre cas, c'est peut-être différent parce que les autres, ils n'ont pas vraiment intérêt à dire j'ai un jersey croisé bleu-blanc, tu sais. On est la race inférieure, entre guillemets, pour les acheteurs. Fait que, en tout cas, il n'y a pas grand monde qui aurait intérêt à mettre le tag à part nous. C'est une belle façon de voir. Dans ce sens-là, vous avez, pour une fois, une belle opportunité. Là. D'autres commentaires, d'autres questions? Oui, Jarol, est-ce que CEMEX ou ben, est-ce que la Fédération des producteurs de bovins ont des statistiques sur les taux de gestation bleu, blanc, belge versus Angus? Pas de notre côté.
un aspect que j'ai un petit peu envisagé, là, que j'ai commencé un petit peu des contacts de ce côté-là, mais c'est avec les banques de données de Lactanet. En fait, eux, toutes les personnes qui sont inscrites au suivi de troupeau, ben, eux vont avoir de l'information sur ces gestations-là. C'est de là que provenaient là, mes durées de gestation en croisement avec Holstein, ça date de quelques années, mais on, j'ai demandé à ce qu'on puisse évaluer quelles données on pourrait ressortir, qu'est-ce qui est disponible pour vraiment y aller aller faire une récolte d'informations une fois, mais de prendre vraiment tout ce qu'on a de disponible pour avoir le plus d'informations possible pour vous retransmettre ça par après. Donc, si on arrive à avoir quelque chose de ce côté-là, ben, on vous en fera part après, c'est évident, là. Fait que je dirais que les gens qui ont plus d'informations, c'est plus Lactanet, mais on travaille avec eux là, pour essayer de sortir cette information-là. Ouais. Parce que je voudrais que la problématique qu'on avait eue en 2018-2019, c'était vraiment au niveau des volumes. Donc, on avait tellement peu de croisements avec Jersey, autant dans le Angus que dans le blanc-bleu belge, que l'information n'était pas nécessairement pertinente à publier, parce que on a 10, 20, 30 veaux Jersey croisés blanc-bleu belge, mais c'est plus au niveau anecdotique, là, au niveau scientifique, disons, là, c'est pas, on peut pas partir de ces données-là puis vraiment y aller diffuser ça comme si c'était précis puis répétable. Donc, on était plus allé avec le croisement avec Holstein qu'avec Jersey, mais je pense qu'avec les volumes de plus en plus intéressants, de plus en plus importants surtout, sur le marché en ce moment, là, ça vaut la peine de retourner faire ce travail-là. C'est juste que j'ai pas été en mesure d'avoir les données pour aujourd'hui, mais ce sera quelque chose qu'on va travailler avec eux. Vous avez une autre question? Ah, c'est Gilles. Ben, pour répondre à la question, ce qu'on peut dire, c'est quand on met une autre race que la race de la mère, on va chercher un 5 de gestation supplémentaire. Fait que, ça demeure général, là, mais mettre une autre race que la race de la mère par les croisements, on va chercher en moyenne 5 de plus. Fait que si vous avez la moyenne de vos jerseys, ben, c'est supposé, en théorie, aller chercher un 5 supplémentaire avec le croisement que vous allez appliquer. Pour compléter la réponse à Anaïs. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Non? Pour ceux qui s'intéressent, moi, j'ai fait un petit tirage pendant les discussions. Puis, comme je disais au début, José Québec aimerait offrir des trucs aux participants. Fait que, en tout cas, c'est difficile à montrer. En tout cas, bref. Fait que, je vais nommer les 3 personnes. Si vous pouvez juste me confirmer après ça via le chat personnellement, juste vos coordonnées pour qu'on puisse vous l'envoyer. Fait que Simon Lavergne, Ferme Clémy puis Chantal Dionne. Si ça vous convient, moi je vous enverrai un truc Jersey Québec pour votre participation. Fait que juste de me confirmer votre adresse via le chat en message privé à moi. Donc, Comment je... oui. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, En chat privé? pardon? Oui, la question, en fait, est sur comment accéder au chat privé. En cliquant sur chat là, dans le bas, on peut choisir là, en bleu à qui on écrit. Donc, ça va être directement à Jarol là, pour ne pas publier votre adresse à tous. Voilà. En tout cas, de mon côté, moi, j'aimerais bien remercier tous ceux qui ont participé, autant les éleveurs que les représentants comme Anaïs, Stephen et leurs collègues. Je pense que ça a été une belle rencontre. Je pense que ça nous a permis un peu de faire le point
sur une situation quand même intéressante qui peut s'appliquer ou pas selon vos propres situations. Fait que je pourrais peut-être laisser le mot de la fin à Anaïs ou à Stephen si vous avez quelque chose pour conclure. Oui, bien, premièrement, mais merci beaucoup d'avoir été présent. Merci de votre participation aussi dans les questions. Ça va être des belles réflexions à venir, ça c'est évident. Donc, petit mot de la fin, en conclusion, des veaux en bonne santé, qui ont une bonne conformation et qui répondent aux besoins de nos acheteurs en termes de viande maigre, ce serait vraiment là, ce qui est à retenir, miser sur des veaux qui ont une bonne facilité de vêlage, un bon poids à la naissance, mais qui ont aussi des aspects des EPD, des évaluations intéressantes sur la croissance, pour que tout le monde y trouve son compte dans la filière. Donc, je vous souhaite une bonne journée, puis à la prochaine. Un grand merci. Il manquerait juste les coordonnées de Chantal Dionne. J'ai bien celles de Simon et de la ferme Clémy. Ah, parfait, je le vois rentrer. Donc, un grand merci à tous. Et si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez m'écrire directement. Sinon, Même chose. Je crois que c'est le genre de formule qui pourrait être répétée à l'avenir avec des sujets aussi intéressants pour tous et chacun. Là. Merveilleux. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. À bientôt.